Bonsoir aux associations qui sont présentes ce soir, même si vous n'êtes pas très très nombreux. Donc, le thème de ce soir, parce que nous, on est dans un cycle de 5 webinaires destinés aux associations Chasse-Rande. Et ce soir, c'est les outils et les ressources pour les associations employeuses. Alors, bien évidemment, comme la fois dernière, cette réunion sera enregistrée en vidéo. Ça veut dire que vous pourrez en avoir un replay dans les tout prochains jours. Que dire encore? Oui, alors, on va regarder un peu mieux. Oui, alors, que je me présente quand même pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée. Donc, je m'appelle Thierry Nolot, je suis d'Annecy, je suis spécialiste des clubs sportifs amateurs, avec quand même 3 spécialités, donc la pérennisation économique de l'emploi sportif, le bénévolat et la fidélisation des pratiquants, puisque je suis toujours impliqué dans ce domaine en étant instructeur bénévole de planeur depuis 1998. C'est un des thèmes, c'est vraiment mon thème favori en dehors de l'enseignement. Alors, quelques règles ce soir pour converser tranquillement. Je vous demanderai bien sûr d'éteindre votre micro si vous ne parlez pas pour éviter les bruits parasites et les bruits de fond. De même, il est intéressant de ne pas interrompre les intervenants tant qu'ils n'ont pas terminé de parler, que ce soit moi ou que ce soit une personne qui pose une question. Donc pour cela, vous pouvez utiliser la fonction main levée qui se trouve dans votre petit bas d'écran. Et puis, vous pouvez également poser des questions sur le chat, puisque je lis le chat, je vois lorsque les gens posent des questions écrites, et je peux vous donner la parole, bien sûr, par ce biais. Voilà. Alors, le sommaire de cette visioconférence qui va durer jusqu'à 19h30. Donc, il y a 4 points. D'abord, les aides, parce que je crois que ce que m'avait dit Mme Robert, c'est une demande de votre part pour avoir plus d'informations sur ce sujet. Donc, les aides pour passer la crise. La gestion des salariés, ensuite. Hein, il y a un certain nombre d'outils qui peuvent vous être utiles. En tout cas, je pense qu'il y a des rappels qui peuvent être intéressants pour vous. Il y a un autre point qui a vraiment émergé durant ces divers confinements et surtout le premier confinement. Donc ça, je vous en parlerai, c'est la communication qui est, elle aussi, devenue un des piliers du fonctionnement des associations sportives. J'en profiterai pour vous rappeler les 4 autres piliers. Et puis, nous verrons pour terminer quels sont les points communs aux associations qui sont capables de résister aux différentes crises. Ça, c'est vrai que j'ai fait ce travail d'abord d'un point de vue économique, mais en fin de compte, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de règles qui peuvent être appliquées à beaucoup de domaines associatifs. Voilà. Alors, oui, pardon. Encore une chose sur la tenue de ce webinaire, je voudrais que, comme la fois passée, ce soit assez interactif. C'est-à-dire que si vous avez des questions à poser, vous pouvez m'interrompre, soit en levant la main, soit en posant des questions dans le chat. Vous pouvez également, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez me reposer la question et je reformulerai. Et puis, bien sûr, on garde 10 minutes, un quart d'heure à la fin de la session pour justement les questions supplémentaires qui se posent. Voilà. Alors, quelles sont les aides qui peuvent vous aider justement à sortir de la crise? Donc moi, j'ai regroupé ça en fait en fonction de la finalité de l'aide. Pour beaucoup d'associations, face à une crise, c'est bien sûr d'abord limiter les dépenses. La première des dépenses pour une association employeur, c'est le taux de charge fixe qu'elle peut avoir dans son budget. Et en général, l'emploi constitue pour une bonne partie des charges fixes. Donc, parmi les dispositifs aujourd'hui proposés par l'État, il y a bien sûr l'activité partielle. Donc, avant d'aller plus loin, je demanderai aux participants de ce soir, est-ce que vous avez eu recours à ce dispositif d'activité partielle, dit aussi chômage partiel, depuis le premier confinement? Oui, Odile, allumez votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Ah oui, oui, l'AGV de Chassieux, on a eu recours au chômage partiel. D'accord. Alors, juste pour mon information, parce que je ne vous connais pas, malheureusement, l'AGV, c'est quoi comme association? C'est la gymnastique volontaire. Gym volontaire, d'accord, très bien. Et donc, ça s'est mis correctement en place chez vous? Ah oui, sans problème. On a commencé à partir d'octobre pour les maîtres nageurs, à partir d'octobre 2020.
Oui. Pour les maîtres nageurs, parce que le centre nautique était fermé. On pouvait continuer les cours à l'extérieur. Donc, en novembre, ensuite, quand il y a eu fermeture et le confinement, le deuxième confinement, eh bien, on a demandé le chômage partiel pour une grande partie de nos salariés. Il nous restait que quelques cours en Zoom assurés. Oui. Donc, pour tout le reste, on a eu recours au chômage partiel et il est toujours en cours actuellement. Voilà. Donc là, je ne vais pas vous répéter la totalité des caractéristiques que vous trouverez justement sur les différents sites du gouvernement. Donc, j'ai fait un rappel sur les différents taux d'allocation auxquels les employeurs ont droit. Surtout, ce qui est important, c'est de savoir qu'il faut faire votre demande dans les 30 jours qui suivent la mise en activité partielle. Il y aura un effet rétroactif, mais si vous ne le faites pas, effectivement, ça remontera au maximum, au plus, aux 30 jours qui ont suivi qui ont précédé votre déclaration. Donc, pensez à le faire dès que c'est fait. Et donc, vous disposerez, Madame Robert, ou les services vie associative vous adresseront bien sûr la présentation et tous les liens dont je vous parle que vous voyez à l'écran, ils seront dans la présentation PDF que vous recevrez. Les liens sont actifs, c'est-à-dire qu'il vous suffira de cliquer sur les liens pour vous rendre sur les sites détaillés du gouvernement qui vous donnent tout le détail et les procédures pour bénéficier de cette aide. Donc, voilà. La première des choses, c'est comment limiter les charges fixes liées notamment à l'emploi. Deuxième possibilité pour limiter les dépenses, c'est de bénéficier des aides au paiement de cotisations et contributions sociales. Donc, ça consiste très souvent en délai de paiement par l'URSSAF. Et puis là, j'ai rappelé les dernières données, des données actualisées par rapport au calendrier, donc ce qui concerne le mois de mai. Donc pour les associations qui ont subi une fermeture administrative ou qui sont dans les secteurs SA et SA bis, en fait, là, je me suis aperçu en relisant ma présentation que je ne vous ai pas donné les liens. Alors, donc, question que je pose encore une fois aux participants, est-ce que savez-vous, si vous figurez sur ces annexes, donc au décret d'application qui stipule quels sont les domaines d'activité inclus dans ces secteurs SA ou SA bis, qui sont effectivement les secteurs pas protégés, mais qui disposent d'une aide renforcée. Madame Bassinet Oui, pour nous, en fait, c'est le comité départemental qui nous donne les informations et on a eu effectivement des exonérations ou des réductions des charges. Donc, je suppose qu'on fait partie de ces catégories. D'accord. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que je prendrai le temps quand même de vous mettre un lien parce qu'on les trouve assez facilement. Mais bon, si vous savez déjà, si vous en bénéficiez déjà, mais on va dire que je me place dans le cas de figure où des associations qui n'ont pas assisté ce soir pourraient récupérer l'information. Voilà. Donc, pour l'instant, le dispositif est voté jusqu'à fin août, jusqu'au 31 août 2021. Voilà. Mais avec un petit changement de régime, c'est-à-dire une aide un peu moins importante à partir du mois de juin. Voilà, ça c'est ce que j'en ai trouvé. J'ai réactualisé hier et j'ai encore regardé ce matin. Donc, ce ne serait plus une exonération totale des charges patronales, mais disons une aide au paiement de ces cotisations. Donc, voilà. Une fois qu'on a limité les dépenses, on peut voir aussi comment reconstituer la trésorerie. Alors, je vous parle d'abord du fonds de solidarité, parce que pour moi, c'est l'aide véritablement, c'est une aide qui est vraiment très adaptée à ce contexte Covid et je veux dire, un contexte de crise en général. Pourquoi? Parce que, alors moi qui travaille beaucoup avec le domaine du sport, même qui ne travaille qu'avec le domaine du sport, beaucoup de demandes d'aide se font par des dossiers, c'est-à-dire qu'il y a un délai d'instruction, puis un délai de versement de l'aide qui rend très souvent, qui décourage parfois un certain nombre de dirigeants d'associations. Avec le fonds de solidarité, une association qui est employeur, il est tout à fait éligible. L'intérêt, c'est que c'est une formule déclarative et que le versement des fonds est rapide, c'est-à-dire qu'en moyenne, c'est moins de 8 jours. Il y a eu un petit peu plus de délai en mars et avril parce qu'il y a eu davantage de contrôles qui ont été effectués, mais globalement, c'est intéressant. Alors, il y a deux possibilités pour en bénéficier, c'est soit d'avoir subi une fermeture administrative, soit avoir subi une perte supérieure à 50% du chiffre d'affaires. Alors, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont eu des difficultés à appréhender cette notion de 50% du chiffre d'affaires?
Non, non, pas de difficulté. On a pu en bénéficier du Fonds de Ok, solidarité. très bien. Plusieurs mois ou juste une fois? Oui, oui, plusieurs mois. Là, notre dernière demande de mémoire, c'était février qui a été. Il nous reste à demander on a demandé mars. Ouais. Je ne sais pas, c'est Gisèle, si tu as eu des infos sur le mois de mars. Hein? Toujours en attente. Toujours en attente. Hein. Toujours en attente. Mais bon, on a commencé en décembre. On a touché décembre, janvier, février. Ouais. Voilà, donc c'est bien. Voilà. Ce qui est important, mais ça, si vous avez déjà touché plusieurs mois, vous en êtes aperçu, c'est que chaque mois, les règles changent. C'est-à-dire que je vous invite très sérieusement à lire le détail du formulaire pré-rempli du ministère pour ne passer à côté de rien. Voilà. Donc ça, les personnes qui sont présentes ce soir savent où s'adresser, donc sur le site info.gouv.fr. Il y a des guides pour se connecter, il y a des guides pour comprendre des FAQ pour comprendre si vous êtes éligible ou pas. Mais voilà, les associations employeurs sont éligibles de toute façon, même avec un temps partiel. Ensuite, dans l'idée de reconstituer la trésorerie, le prêt garanti par l'État est un outil très, très utile. Il y a peu d'associations, si on en croit le Cosmos. Alors, le Cosmos, on va dire un organisme qui gère la Convention collective nationale du sport pour les associations qui sont dans le domaine du sport. Donc, assez peu d'associations en ont fait la demande. Et pourtant, c'est un outil très utile pour justement préserver la trésorerie du club parce que c'est beaucoup plus intéressant. C'est le trésorier qui va dormir un peu sur ses deux oreilles, sachant qu'il a un peu d'avance de trésorerie, alors que très souvent pour les associations, c'est un problème récurrent, à savoir que même en fonctionnement normal, c'est-à-dire hors Covid, on trouve beaucoup d'associations qui ont des difficultés, on va dire, saisonnières, notamment juste avant la période des réinscriptions. Parfois, on peut avoir des trous de trésorerie à cette occasion. Donc, ce taux, vous pouvez avoir un prêt d'un maximum de 10 000 euros si vous êtes une association qui emploie moins de 10 salariés. Et c'est quand même le cas d'une grande majorité d'associations employeurs. Donc, les taux effectifs sont assez intéressants. C'est de l'ordre de 1%, ça varie suivant les banques. Parce qu'il faudra vous adresser à votre conseiller bancaire. Et je repose la question aux personnes qui se présentent ce soir. Avez-vous sollicité le PGE? Non, pour ce qui concerne la gymnastique de Chassieux. D'accord. Okay. On n'avait pas vraiment de besoin en fait de trésorerie. Puis de toute façon, on n'a pas moins de 10 salariés. Alors je ne sais pas si c'est 10 salariés équivalent temps plein ou si c'est vraiment 10 salariés physiques. Attendez, j'ai mis 10 000 euros s'il y a moins de 10 salariés, mais lorsque une entreprise a plus de 10 salariés, en fait, les montants sont supérieurs. Mais, ok, d'accord. Je ne voudrais pas dire de bêtises sans prendre le temps d'aller regarder, mais les personnes présentes ce soir, mais je pense que je vais remettre un lien vers les informations pré-garanties par l'État pour les personnes qui prendraient simplement connaissance du sujet via la présentation. Voilà, c'est juste ça. Mais sachez que si vous n'avez plus d'autres solutions que pour reconstituer la trésorerie, c'est quand même très appréciable d'avoir un petit matelas avec un. Parce que des taux de l'ordre de 1%, c'est quelques euros à rembourser par mois. Et il vaut mieux payer ça que de devoir ensuite traiter des dossiers de découverte. Voilà. Donc, c'est un outil que j'encourage à utiliser, même si aujourd'hui, ça n'est pas tellement sollicité. Ensuite, il y a aussi une aide régionale du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes qui est destinée à renforcer les fonds propres, notamment des associations. Donc, ça répond à deux besoins. C'est-à-dire que là, il faudra constituer un dossier. Il faudra montrer que vous avez soit un besoin d'investissement, ou alors que la trésorerie, justement, on en parlait tout à l'heure, dans le cas de difficultés économiques saisonnières, pour augmenter votre fonds de roulement. Dans ce cas-là, ce sera des prêts à taux zéro, complet, qui vont de 5 000 à 30 000 euros, bien sûr, suivant la nature des besoins. Donc là, je vous ai mis directement le contact auprès de Auvergne-Rhône-Alpes Active. C'est une structure un peu déconcentrée du réseau France Active
qui a justement pour but d'aider toutes les structures de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, il y a un peu de délai, bien sûr, sur ce type de dossier, mais enfin, quand on voit les montants, ça peut être intéressant de s'y intéresser. Ensuite, il reste aussi les associations qui sont optimistes et qui peuvent se dire, mais finalement, et si on profitait de cette situation pour repenser notre projet associatif, ce que l'on peut proposer, et pourquoi pas embaucher quelqu'un. Parce qu'en ce moment, il y a des aides à l'embauche pour les jeunes de moins de 26 ans. Alors certes, l'aide de 4 000 €, bien sûr, c'est pour un temps plein, c'est une aide au prorata. C'est-à-dire que vous pouvez très bien choisir d'embaucher une personne à temps partiel. Bien sûr, dans ce cas-là, l'aide sera au prorata du temps de travail. Donc là, encore une fois, je vous ai mis le lien direct, même si cette aide n'est valable que jusqu'au 31 mai, c'est-à-dire qu'il ne reste que quelques jours pour la demander. Donc voilà en ce qui concerne les aides, je dirais les aides directes, parce qu'il reste encore quelques dispositifs. Alors, un dispositif national s'appelle le dispositif Secours ESS. Donc là, par contre, c'est réservé aux structures employeurs de l'économie sociale et solidaire qui disposent de moins de 3 salariés. Alors, moins de 3 salariés, c'est moins de 3 contrats de travail, quel que soit le temps de travail de chaque structure. Là, par contre, c'est une aide directe de 5 000 €, mais il faut que l'aide soit décisive pour la survie de la structure. Alors ça, j'ai réussi à monter un dossier pour un client. C'était bien sûr une association sportive. Ce genre de dispositif, il vaut mieux le demander, il vaut mieux que ce soit le premier dispositif que vous demandez, puisqu'il va falloir montrer par vos bilans, par vos relevés de compte bancaire, que l'association a un vrai besoin de trésorerie à couvrir assez rapidement. Il y a une seule contrepartie qui est demandée, c'est de participer à un programme du dispositif local d'accompagnement que je vais vous présenter juste derrière. Alors, dans le cas de figure pour lequel j'ai travaillé, le versement, on l'a observé, ça n'a pas été immédiat. Il a fallu 6 semaines quand même entre la décision d'attribution et le versement de l'aide. Donc là encore, il faut pouvoir ensuite jongler avec un éventuel découvert ou avec sa banque ou avec un autre dispositif pour cela. Donc là encore, il y a un lien qui vous renverra sur le détail de cette aide sur le site de la VIS, qui est une agence nationale qui gère ce dispositif. Et donc, on a vu que il fallait en contrepartie participer au dispositif local d'accompagnement. Alors ça, c'est quelque chose qui existe depuis de nombreuses années. Moi, je l'ai connu déjà en 2005 et ça a été reconduit à plusieurs reprises. Je ne sais pas si parmi vous, y compris les personnes de la ville de Chassieux, vous connaissez ce dispositif? Non. Non. Voilà, donc c'est un dispositif qui est national et qui est décliné dans chaque département. Sa finalité est de pérenniser l'emploi associatif dans tous les domaines de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire les associations, mais aussi les structures d'insertion, etc. Bien sûr, à l'exception des associations style partis politiques, les syndicats, etc. Donc, vous pouvez, grâce à ce dispositif, bénéficier d'un appui d'une structure experte, un consultant, un cabinet, enfin voilà, dans les domaines de l'économie, de l'organisation interne ou du projet associatif. Vous allez prendre un temps de réflexion pour changer les choses, pour moderniser votre fonctionnement et faire en sorte que, de par les transformations internes, vous parveniez à développer des ressources propres qui vous permettent d'annuler, enfin pas d'annuler, mais de compenser l'arrêt éventuel des aides à l'emploi que vous auriez pu solliciter à la création du poste. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez d'abord une phase. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça doit être une démarche volontaire de la part de l'association. Vous pouvez être renseigné et conseillé par une tête de réseau qui vous dit allez voir le dispositif local d'accompagnement. Ensuite, il y a une période d'instruction, un comité de pilotage valide votre candidature. Est-ce qu'effectivement vous y avez droit? Si vous y avez droit, donc l'appui dans la grande majorité des départements est gratuit. L'association n'a pas déboursé d'argent pour bénéficier de ce soutien. Par contre, il y a une demande d'engagement de sa part, c'est-à-dire d'aller au bout de la démarche, et qui parfois, ça peut prendre plusieurs mois. Voilà. Donc, je vous ai donné les coordonnées de Rhône Développement Initiative qui gère ce dispositif sur le département.
Voilà, donc ça, c'est tout à fait intéressant. Alors, vous ne toucherez pas d'argent directement. Par contre, ça va vous aider à transformer la structure, son fonctionnement, pour justement vous mettre dans de bonnes dispositions afin de pérenniser l'emploi. Voilà. Est-ce que sur cette partie aide et financement des personnes, enfin, avez-vous des questions sur cette partie aide aux associations? Eh bien, s'il n'y a pas de questions, on va passer à la suite. La gestion des salariés. Donc, le premier outil pour lequel j'aimerais vous faire un rappel, c'est la convention collective. Donc là, je m'adresse à Mme Bassinet. Alors, pardon Gisèle, mais je n'ai pas votre nom de famille. Vous êtes madame? Pardon, Châtelu, moi c'est Châtelu mon nom. Très bien. Donc, est-ce que vous connaissez la convention collective qui s'applique à vos salariés? Enfin, bien sûr. Nous, en fait, on dépend d'une fédération et quand la convention collective du sport a été mise en place, on est retourné à la fac pour se former. Et en fait, grâce aussi à notre comité départemental, on applique vraiment, qui nous donne les consignes, et on applique vraiment, parce que c'est du droit du travail, hein, donc il faut pas se tromper. Donc, on est régulièrement en contact avec eux pour appliquer les consignes de la convention collective. C'est très bien. Alors, c'est vrai, la fédération PGV, moi, je la suis justement, ça fait partie de mes sources, parce que vraiment, c'est très bien structuré. Les informations sont à jour. Donc là, ben, du coup, je ne suis pas du tout inquiet pour vous. Pour le coup, c'est ça. Mais bon, juste un rappel pour les personnes qui reprendraient l'information par le replay de cette visioconférence. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la base, c'est le Code du travail qui s'applique à tous les employeurs en France. Et la convention collective est en fait des dispositions qui sont négociées entre les représentants des salariés et les représentants des employeurs afin d'adapter les dispositions particulières d'un secteur d'activité justement au Code du travail. Donc, vous y retrouverez bien sûr des informations relatives au contenu du contrat de travail, aux droits des salariés et ceux de l'employeur, les différentes procédures, bien sûr les grilles de salaire, et puis voilà. Alors, bon, les personnes qui sont là ce soir savent où trouver la convention collective, mais il est tout à fait possible pour une structure qui voudrait créer un emploi, se documenter, de retrouver l'intégralité des conventions collectives en France par le site Légifrance, et je vous ai mis un lien direct. Ensuite, vous n'avez plus qu'à faire une recherche par mots-clés ou par le code APE. Donc, le code APE, c'est quelque chose qui vous a été attribué avec le numéro SIRET. Et là, je donnais l'exemple pour les clubs de sport qui ont pour SIRET 93 12 Z, donc ce qui renvoie à la Convention collective nationale du sport, bien connue chez nous, sur le site de CCNS. Voilà. Et si vous avez un doute ou que vous n'êtes pas familier d'Internet, vous appelez la direction départementale de l'emploi et du travail. Un petit rappel aussi, c'est que cette convention collective doit figurer sur tous les bulletins de salaire. Là, on en vient justement. Vous avez une question? Alors, je suppose qu'il n'y a pas de question. Autre outil intéressant pour les employeurs, alors c'est une particularité qui a été travaillée par le monde du sport. On va dire qu'une structure là, qui travaille avec le Comité national olympique et sportif a développé un simulateur en ligne du calcul du coût de l'emploi. Et ça, c'est très intéressant lorsque vous voulez préparer une embauche, c'est-à-dire que ça va vous aider à calculer votre budget annuel d'emploi, c'est-à-dire quel que soit votre département, quel que soit le type d'aide que vous pensez solliciter à la création du poste. Donc, vous aurez un calcul du coût mensuel et un calcul du coût annuel avec et sans les aides à l'emploi. Donc ça, c'est très utile pour préparer son budget prévisionnel. Ensuite, j'en viens dans les outils importants pour… en fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce que aussi bien le contrat de travail que les bulletins de salaire, que les congés, par exemple, sont des éléments essentiels dans la qualité de la relation entre l'employeur et le salarié. Si vous avez des salariés qui sont mécontents
par exemple, de la façon dont on détermine les congés, les dates de congés, ou s'il y a des choses que l'on ne comprend pas sur le bulletin de paye, des choses que l'on ne comprend pas sur la détermination du salaire de base, ça peut amener des litiges, des incompréhensions, et du moins pour le domaine du sport que je connais bien, je sais qu'il y a environ 15% des ruptures conventionnelles dans le domaine du sport qui ne sont pas liées à des motifs économiques, mais simplement à des divergences de vues, on va dire ça gentiment, entre l'employeur et le salarié. Donc, des incompatibilités de personnes ou de vision sur le poste. Donc, comment réaliser correctement des bulletins de salaire? Alors, pourquoi je dis correctement? Je vous expliquerai après. Vous avez la solution, je dirais, un peu royale, qui est de faire appel à un expert comptable. Là, bien sûr, il va prendre en charge toutes les formalités de déclaration, enfin de création de poste, de déclaration de l'emploi et de gestion du salarié dans une association. C'est vraiment un service sur mesure et ce n'est pas si cher que ça. Je connais des associations qui font appel à ça. Ça dépend des régions également. Moi qui étais sur Annecy, c'est assez cher. Dans le Rhône, je ne sais pas, mais dans la Somme où j'ai travaillé avant, ou en Eure-et-Loire, j'avais des prix de l'ordre de 25 € par bulletin de paye. Ce qui finalement est relativement bon marché quand on sait qu'il faut se tenir à jour très régulièrement quant à l'évolution des coefficients de charge. Donc, il y a ça. Vous avez ensuite la possibilité, déjà moins chère, de faire appel à une structure dite tiers de confiance URSSAF. C'est une association, généralement, qui va prendre en charge des formalités, je dirais, un peu de la même façon que le ferait un expert comptable, mais peut-être avec un service un peu moins personnalisé. Et je vous ai mis les coordonnées des 2 structures sur le département du Rhône qui gèrent ça. Et donc, effectivement, on retrouve le comité départemental, le PGD. Il y a une troisième façon de faire que, personnellement, j'aurais tendance à déconseiller. C'est le chèque emploi associatif. Alors, oui, alors, chez Fidel, si vous n'avez pas de questions à poser, je vous demanderai, s'il vous plaît, de couper votre micro. Ça évitera les bruits parasites. Et vous pourrez converser entre vous. Merci bien. Donc, le chèque emploi associatif, alors là, c'est quelque chose qui est à faire uniquement par l'association. L'association établit sa déclaration, bien sûr, il faut adhérer au Centre national de chèque emploi associatif. Vous réglez par prélèvement. Il n'y a pas le service de conseil que peut proposer le tiers de confiance ou l'expert comptable. Par contre, c'est un système gratuit. Moi, ce qui me déplaît un peu là-dedans, c'est que vous n'avez pas une véritable fiche de paye. C'est-à-dire que vous avez un récapitulatif où vous n'avez pas le détail des cotisations, des coefficients de cotisation de charge. Là, c'est ce qui me gêne un peu. Et parfois, on a constaté avec mon analyste de gestion, lorsqu'on travaille sur ces dossiers, quelques erreurs. Maintenant, c'est pas du tout une généralité. Parce que, alors pourquoi j'ai constaté les erreurs? Parce qu'effectivement, on faisait appel à nous dans des cas délicats, des cas difficiles. Effectivement, on va retrouver plus de taux d'erreur sur les cas difficiles que lorsque les choses se passent bien. Voilà. Mais sachez que c'est une possibilité pour établir des bulletins de salaire. Ça peut quand même vous soulager, du moins dans la réalisation. C'est-à-dire que vous faites la déclaration des heures, vous donnez le salaire de base, grosso modo, hein, et puis derrière ça, vous avez une déclaration, et puis le règlement se fait par prélèvement. Donc, c'est relativement simple. J'en ai pas parlé, il y a des associations qui choisissent, vous avez tout à fait le droit de le faire, de réaliser vos bulletins de salaire vous-même. Là encore, je n'en parle même pas, enfin, je vais en parler, mais pas l'écrire. Alors, je le déconseille parce qu'il faut vraiment avoir une mise à jour, se tenir à jour, je veux dire, très régulièrement par rapport, ne serait-ce que sur les éléments de charge salariale et patronale. Déjà ça exige une veille quasiment de tous les mois. Et on sait que les trésoriers bénévoles ont rarement la disponibilité satisfaisante. Voilà. Donc moi, je vous conseille de faire appel à une de ces 3 structures pour établir vos bulletins de salaire. Je suppose que les gens de la GIM qui sont présents ce soir font appel à leur comité départemental. Ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Vous avez raison. Tout à fait.
Voilà. Alors, on arrive donc à la moitié de la visio. Parmi les choses qui peuvent vous aider ensuite à surmonter une crise, il est apparu au premier confinement, du moins ça a apparu de façon flagrante dans le domaine sportif, mais la façon dont fonctionne une association sportive, on peut tout à fait le transposer. Donc, la semaine dernière, on avait des personnes qui étaient dans des associations d'apprentissage de langue, de lecture, je me souviens bien, mais on peut aussi tout à fait le transposer à tout ce qui est culturel. Alors pourquoi je dis ça? Parce que ce sont des domaines où les bénéficiaires peuvent payer tout ou partie du service, c'est-à-dire qu'ils sont intéressés à cela. Mais s'ils peuvent payer, ils peuvent aussi se poser la question, mais finalement, est-ce que l'association me donne, enfin, est-ce que j'ai le sentiment d'en avoir pour mon argent? Et les associations qui ont communiqué dès le premier confinement, et je dirais même dès le début du premier confinement, ont justement su rétablir un lien de confiance qui a fait que la reprise a été beaucoup plus facile pour elles. Pourquoi et comment? Alors, je vais vous parler d'un cadre un peu général, la communication qui produit des effets. Donc, on va d'abord parler de recrutement. Pour moi, le moyen de recrutement le plus important dans une association, ce n'est pas Internet, c'est le bouche-à-oreille. Le bouche-à-oreille, pourquoi? Parce que vous avez, en général, enfin, j'ai fait des études auprès de certains sports, quelles que soient les tranches d'âge, on a toujours des personnes, et là, le taux est toujours supérieur à 75%, ça monte même à 83%, je crois, pour la tranche des moins de 25 ans. Il faut confiance à la recommandation d'approche avant de s'inscrire dans une structure. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord demander à des amis, à de la famille, est-ce que tu connais l'association? Est-ce que finalement, ils s'occupent bien des gens? Parce que pour ce qui est des activités vis-à-vis des enfants, je sais que lorsqu'on a affaire à des associations qui arrivent justement à fidéliser, c'est pour ça que pour moi, il y a un lien. On demande aux parents, qu'est-ce qui vous plaît dans cette association? Très généralement, on nous répond parce qu'on s'occupe bien des enfants. Donc, vous voyez que c'est indépendant du domaine d'activité, du domaine associatif pour lequel du domaine est considéré. Et ça, bien sûr, c'est ce qu'on appelle dans le langage courant le bouche-oreille, c'est-à-dire la recommandation. Donc, première des choses, si vous avez un bouche-oreille favorable, ça va être bien. Et comment on obtient ce bouche-oreille favorable? Effectivement, c'est en ayant un projet associatif clair, c'est-à-dire que aussi bien en interne, vos bénévoles, vos salariés, enfin tout le monde sache exactement où va l'association, que ce projet associatif est parfaitement compris de vos adhérents, c'est-à-dire qu'ils ne se méprennent pas sur voilà, la finalité de l'association, qu'il n'y ait pas d'action qui soit un peu discordante vis-à-vis du projet associatif général. Ensuite, que l'on l'exécute parfaitement. C'est-à-dire que pour moi, l'exécuter parfaitement, c'est répondre justement aux attentes des adhérents. Et ces attentes peuvent varier dans le temps. Je pense que vous savez tous que dans votre association, on ne pratique plus de la même façon, on n'enseigne plus de la même façon qu'on le faisait dans les années 80. Les choses ont changé, Internet est arrivé. Voilà. Donc, il faut pouvoir s'adapter à tout ça, le faire dans des formes de pratique, le faire dans un temps donné qui s'adapte à la disponibilité des gens. Voilà, c'est tout un ensemble de choses. Et la meilleure façon de savoir si vos adhérents sont satisfaits, c'est de leur poser la question. Alors, on peut le faire avec des enquêtes, mais moi, je préfère de très loin. J'ai des discussions informelles. Lorsqu'on prend 5 minutes de ci, de là, pour voir qu'est-ce qu'en pensent les gens, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir changer dans l'association. Là, vous obtiendrez quand même un baromètre de la satisfaction des adhérents qui est beaucoup plus précis que par un questionnaire. Ensuite, pour recruter les adhérents, il faut qu'ils puissent trouver l'information. Aujourd'hui, effectivement, les gens cherchent toujours l'information sur Internet. Alors, je parle de site Internet par opposition aux réseaux sociaux. Parce que sur un site Internet, vous maîtrisez l'information. Je m'explique. Si vous diffusez des informations, notamment des informations nécessaires à l'inscription des adhérents, ce qu'il faut savoir, c'est que les réseaux sociaux ont un algorithme qui détermine
ce que Facebook, par exemple, ce que Facebook ou Instagram veut montrer à ses abonnés. C'est-à-dire que ce n'est pas l'association qui publie sur sa page 1, 2, 3 nouvelles. Tout le monde ne verra pas les 3 informations. C'est Facebook qui va juger en fonction des habitudes de lecture de l'abonné ce qu'il va lui montrer. Donc, si vous voulez que vos adhérents trouvent les informations, il faut les mettre sur un endroit pour lequel vous maîtrisez l'information. Quand je dis maîtriser, c'est la publication d'informations. Avec un site internet, vous choisissez de le mettre sur une page, vous indiquez à vos adhérents où trouver cette page et ils trouveront l'information directement avec un lien. Exactement comme je le fais avec ce webinaire en vous donnant des liens qui renvoient sur des sites internet. Et puis la troisième chose qui est importante pour recruter des adhérents, c'est de faciliter la procédure d'adhésion. Je vois beaucoup d'associations qui donnent des tarifs, éventuellement des horaires pour venir s'inscrire, mais parfois il manque un peu le quoi et le comment. Alors dans le domaine du sport, avec les histoires de certificat médical, ils ont un peu l'habitude d'expliquer cela, mais dans les autres secteurs associatifs, je dis ça parce que j'en ai fait partie aussi d'associations de quartier, ou même d'associations de jardinage, c'est beaucoup moins évident. Bon, voilà. Est-ce que vous auriez des questions sur cette phase recrutement des adhérents vis-à-vis de la communication? Non. Alors, je poursuis. La fidélisation, pour moi, est un élément essentiel de la communication. Pourquoi? Parce que si vous êtes capable de fidéliser vos adhérents, vous allez connaître les arguments auxquels les personnes sont sensibles. Alors, comme je l'ai écrit, hein, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une évaluation qui est faite par l'adhérent, a posteriori, lorsqu'il a fait ses premières semaines, sa première saison dans une association. Au final, ce qu'on propose, c'est bien, mais est-ce que j'en ai pour mon argent? Et ça, cette question, ce questionnement, on l'a vu, je pense, à l'issue du premier confinement, lorsqu'il s'est agi de préparer la reprise sportive et notamment les inscriptions à la rentrée de septembre. Beaucoup de gens se sont dit « Ouh là là, mais on n'a pas eu une saison complète. Moi, je vais freiner un petit peu, je vais attendre de voir comment ça se passe avant de me réinscrire. » C'est là qu'on a vu que beaucoup d'associations ont perdu jusqu'à 30%. Enfin, la moyenne nationale relevée par le comité olympique, c'était 25% dans le domaine du sport. Bon, malheureusement, on a assez peu d'associations ce soir pour que je puisse vous poser la question, pour avoir des informations dans les autres domaines. Néanmoins, voilà, les associations qui ont su fidéliser, c'est-à-dire qui ont su adapter leurs services et qui savent sur le long terme donner satisfaction aux adhérents, ont beaucoup moins de difficultés à la reprise. Donc, travailler avec fidélisation, c'est faire en sorte que vos adhérents soient satisfaits. Et la meilleure façon de le savoir, c'est de leur poser directement la question. Il y a un autre principe qui est essentiel, notamment dans tout ce qui est, pour toutes les associations pour lesquelles il s'agit de la transmission d'un savoir. On peut se poser la question, mais qui peut agir en matière de fidélisation? La réponse que je vous donne, déjà de mon point de vue d'enseignant, c'est que c'est la personne en qui l'adhérent a confiance dans une association. C'est celle avec qui il va passer le plus de temps dans sa première année de vie dans l'association. Parce que lorsqu'on arrive dans une association, on connaît peu de monde et finalement, on va s'adresser à la personne que l'on, entre guillemets, connaît le mieux. Et très souvent, c'est soit la personne qui vous a inscrit, mais plus souvent la personne qui vous permet d'apprendre ce que vous êtes venu chercher dans cette association. Et puis, alors voilà, il y a le bénévolat. Alors, en quoi la communication peut vous aider à trouver de nouveaux bénévoles? Là, je prends une infographie que j'ai fait bien sûr pour le domaine sportif, mais je pense qu'on peut tout à fait la transposer dans d'autres secteurs associatifs. Lorsqu'une personne arrive dans une association, il ne connaît personne. Donc, si on le sollicite, parce qu'il ne connaît personne, parce qu'il ne connaît pas les habitudes de l'association, parce qu'il ne connaît pas les savoir-faire, et il ne va pas vouloir s'engager. Donc, il acceptera peut-être de donner un coup de main ponctuel, mais il ne va pas, certainement pas s'engager d'une manière importante, sauf exception, bien sûr. Donc, vient ensuite la deuxième année. Je reviendrai après sur cette question de calendrier de temps. Mais l'enchaînement logique, c'est qu'il va devenir bénévole occasionnel à partir du moment où on le connaît
où on sait qu'on peut lui faire confiance sur quelques actions. Il va devenir bénévole régulier dans un troisième temps, parce que justement les gens le reconnaissent, l'ont vu à l'œuvre et savent qu'on peut compter sur lui, soit qu'il sait se rendre disponible, soit qu'il est tout à fait capable de réaliser une mission. Par contre, il n'acceptera, et c'est souvent ça qui est demandé dans les associations, de trouver des personnes qui s'engagent, qui prennent la responsabilité d'une action, donc ils ne prendront en charge qu'elles n'accepteront de prendre en charge une responsabilité qu'à partir du moment où ils seront suffisamment familiers de l'association, des adhérents, des dirigeants, des encadrants par rapport à ça. Et ainsi de suite, c'est-à-dire que les gens ne prendront de responsabilité dans la gestion de l'association qu'au-delà d'une certaine ancienneté, une certaine connaissance du milieu, jusqu'à la présidence de l'association. Pour avoir fait cette formation à plusieurs reprises, on m'a déjà dit que ce n'est pas parfois en années, mais ça peut se compter en mois. Par contre, tout le monde est d'accord pour dire que cet enchaînement, cette progression dans le parcours de vie d'une personne au sein d'une association était globalement respecté. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que si vous faites votre incitation à devenir bénévole à des personnes qui ne correspondent pas à ce profil, c'est-à-dire si vous sollicitez les personnes dans si vous sollicitez tout le monde, vous allez solliciter des personnes qui n'ont pas justement cette connaissance de l'association, n'ont pas la connaissance des personnes et finalement ne se sentent pas capables de faire le boulot. Par contre, si vous sollicitez les personnes qui sont dans la phase 3, voire 4, là, effectivement, vous avez beaucoup plus de chances que l'on vous dise oui. Donc, en fait, ça veut dire qu'il faut cibler la communication. Voilà. Donc, en plus de la présentation, vous aurez le visuel complet de cette infographie. Si on parle de communication, il faut bien sûr parler d'outils. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé du bouche à oreille. Je ne vais pas revenir dessus, si ce n'est pour vous dire que c'est quand même puissant. Alors, je vous redonne les chiffres. Surtout que c'est gratuit, mais aussi que ça n'exige pas plus d'énergie des bénévoles ou des dirigeants pour être efficace. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'association donne satisfaction, ce sont les adhérents qui vont se transformer en ambassadeurs de l'association. Par contre, ça fonctionne effectivement que si les adhérents sont globalement satisfaits. Ensuite, le deuxième outil que vous devriez utiliser, c'est le site Internet géré par opposition aux réseaux sociaux. Je sais que beaucoup d'associations aiment utiliser les réseaux sociaux pour leur facilité d'emploi. Par contre, pour moi, ça a beaucoup d'inconvénients, dont celui que je vous ai cité tout à l'heure, à savoir d'une part la maîtrise globale des contenus vis-à-vis de l'information qui est montrée finalement à vos adhérents. Voilà. Et d'autre part, autre chose sur les réseaux sociaux, c'est que la finalité des réseaux sociaux, c'est d'amener les gens à réagir. Et je sais que beaucoup le savent. Vous avez peut-être constaté des abus dans la façon de réagir. Certaines personnes réagissent outre mesure ou avec des propos qui sont pas toujours, enfin, qui sont plutôt déplacés. Parmi les personnes qui sont présentes ce soir, est-ce que vous avez plus de difficultés à utiliser un site internet ou les réseaux sociaux? Pour ce qui nous concerne, on utilise principalement notre site internet pour donner les informations. Et là, c'était bien utile, notamment pour le détail du programme que l'on fait évoluer au fur et à mesure des restrictions qui nous sont imposées ou qui se lèvent. Voilà. Et on utilise aussi beaucoup le mail. Ok, ça j'y viens après. Mais c'est vrai que… Voilà, je vois qu'il est tout de suite après. Voilà, ce que vous venez de dire, c'est que ce qui est important, c'est la façon, c'est pas… Ce qui est important, c'est l'outil de la façon dont il est utilisé par l'adhérent, par le bénéficiaire. Il ne faut pas prendre en compte la facilité pour l'association, il faut prendre en compte le besoin ou la facilité de l'adhérent. Et en ce sens, c'est-à-dire donner un simple lien, que ce soit par email ou par un autre canal, le site internet vous permet d'avoir accès très rapidement à l'information. Par contre, ça nécessite un acte volontaire, c'est-à-dire je veux aller chercher l'information sur le site internet. Alors que l'email, on en parlera après les messages sur téléphone, l'email, en fait, il arrive naturellement dans la boîte, c'est-à-dire qu'on reçoit l'information sans effort. L'inconvénient, c'est l'accumulation d'emails. On reçoit de plus en plus d'emails
dans nos boîtes mail. Et pour certains, notamment je pense ceux qui utilisent Gmail, ça peut aller directement en spam, mais on ne voit pas toujours les informations. Donc, le mieux, c'est quand même d'utiliser une fréquence de publication qui vous donne l'habitude, qui donne l'habitude à vos adhérents de recevoir la lettre, par exemple, tous les samedis, tous les lundis ou 2 fois par mois. Mais plus c'est régulier, plus vous aurez de chances que votre lettre d'information soit lue. Et enfin, je vous ai quand même donné un chiffre vis-à-vis de l'utilisation du téléphone en France. Donc ça, ce sont des chiffres 2019 donnés par, je ne sais plus quel ministère, mais c'est un document officiel là-dessus, donné par le ministère de la Communication. C'est que 62% des Français de plus de 12 ans, je ne l'ai pas indiqué là, mais ça concerne les Français de plus de 12 ans, utilisent leur téléphone pour échanger des messages. Et donc, s'il y a une telle proportion de personnes qui utilisent justement le téléphone, il ne faut pas se priver de ce canal de communication pour les joindre. Est-ce que donc, les associations qui sont présentes ce soir utilisent ou est-ce que vous adressez des messages via le téléphone à vos adhérents? Non, c'est pour ceux qui n'ont pas, qui n'utilisent pas, qui n'ont pas de mail en fait, hein, si on adresse des SMS. Autrement, ouais. Non, c'est pas par. Vous n'utilisez pas le SMS? Voilà. Non, en fait, voilà. Non. Voilà. Non, non. Est-ce que les messageries instantanées du style WhatsApp, est-ce que vous utilisez ça? J'ai pas entendu. Excuse-moi. Est-ce que vous utilisez les messageries de style WhatsApp? Non, on utilise en fait le site, les mails, beaucoup, oui. Voilà, beaucoup les mails, beaucoup les sites, mais pas. Alors, par contre, on a nos animateurs qui ont la liste de leurs adhérents présents à leur cours, qui ouais. Leur envoient des infos par WhatsApp ou par SMS. Alors voilà, donc ça c'est très bien. Je sais que dans le domaine du sport, ça se fait beaucoup de la façon dont vous venez de le décrire, c'est-à-dire que on peut avoir l'association qui propose un groupe général pour l'association, mais c'est beaucoup plus intéressant du point de vue de l'utilisateur d'avoir des groupes qui vont lui donner de l'information qui le concerne. Voilà, ce qui le concerne, c'est la classe dans laquelle il est, c'est le groupe avec lequel il est. Voilà, donc là, c'est tout à fait intéressant et ça œuvre pour moi directement sur la fidélisation. Pourquoi? Parce que avant Internet, l'activité d'une association se passait durant le temps et dans le lieu où on se retrouvait pour l'objet associatif. Avec Internet, maintenant, on voit que on peut tout à fait garder le lien avec l'adhérent au-delà du temps et du lieu d'activité de l'association. Donc c'est pour ça que plus, si on rapproche ça du chiffre d'utilisation du téléphone par les Français, il faut penser utiliser ce mode de communication pour diffuser des informations. Donc voilà. Alors, la communication, pour moi, c'est d'abord une affaire d'organisation. Je vais juste vous montrer que ce lien fonctionne et vous décrire globalement le plan d'action que je propose. Donc, ça renvoie justement à un modèle que vous trouverez sur un drive Google. Je passe ma vignette. Voilà. Donc là, on va dire que c'est un plan de communication qui est fait pour ramener les adhérents dans une association à la suite d'un confinement. C'est-à-dire que des gens qui traîneraient un peu la patte, qui ne donneraient plus de nouvelles, comment les raccrocher. Donc, je ne m'étends pas sur la globalité de la méthode. Ce qui est intéressant pour vous, c'est de voir comment c'est organisé un plan d'action comme ça. Souvent, on se fait une montagne d'un plan d'action, alors qu'en fait, il faut très peu d'informations. Il faut lister, vous voyez sur la colonne de gauche, qui sont les responsables en fonction de la nature d'activité. Il faut lister d'abord les activités. On met le nom d'un responsable. Moi, je préfère parler de responsable plutôt que de commission. Parce que dans une commission, il y a plusieurs personnes et on ne sait pas toujours qui est chargé de faire avancer le projet. Donc, ce qu'il nous faut, c'est le nom d'une personne qui s'assure que le projet avance, même si ce n'est pas toujours elle qui travaille. Autre point qui est déterminant pour l'avancement d'un projet de communication, c'est se donner des échéances, que ce soit une date fixe par rapport à un démarrage ou une fin de projet, ou que ce soit une périodicité s'il s'agit de publier de l'information sur une newsletter, sur un site internet ou sur les réseaux sociaux. Après, bien sûr, ce type de tableau n'est utile que s'il vit. Et c'est pour ça que vous avez une colonne avancement. Alors, moi, c'est ma façon de travailler. J'aime bien les codes couleurs qui permettent de savoir tout de suite visuellement où est-ce que ça coince.
typiquement, la couleur rouge est connue pour une situation de danger. Et puis, bien sûr, on rajoute une colonne de commentaires. Vous voyez qu'avec seulement 5 colonnes, vous êtes capable de construire un plan d'action qui vous permette de suivre non seulement l'avancement, mais de débloquer une situation. Voilà, ce n'est pas la peine de construire une usine à gaz. Bien sûr, vous avez le lien. Donc, bien sûr, vous pouvez récupérer ce modèle et vous en inspirer, quel que soit le type d'action que vous cherchez à mener. C'est ça. Je voulais aussi vous donner un exemple de ligne éditoriale. Alors, qu'est-ce qu'une ligne éditoriale? Une ligne éditoriale, c'est, on va dire, quelque chose qui va vous faire gagner du temps vis-à-vis de la communication. Je vois trop souvent des associations qui communiquent sur tous les sujets qui leur semblent importants. Le problème, c'est qu'elles communiquent sur tout, on se disperse et les bénévoles perdent du temps. Et au fil du temps, justement, à force de perdre du temps, ils perdent leur motivation. Et si on perd la motivation, on est plus régulier sur les publications et du coup, on perd l'intérêt du public. Donc, vous voyez, c'est un cercle vicieux. Alors que si on décrit précisément ce sur quoi on veut communiquer et pour quelles raisons, eh bien à ce moment-là, on concentre son action, on est capable de préparer, de planifier des publications et ça donne des résultats formidables. Là, j'ai encore une association de handicapés qui a utilisé ce principe. C'est-à-dire que j'aurais simplement conseillé, vous prenez ça, vous écrivez un sujet pour le site Internet et ensuite vous allez reprendre en fractionnant vos sujets du site Internet pour les mettre sur les réseaux sociaux. Et leur page de réseaux sociaux décolle juste en reprenant finalement les mêmes sujets. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette ligne éditoriale? D'abord, les cibles, c'est-à-dire à qui devons-nous nous adresser? Donc là, l'exemple que je vous ai mis, c'est l'exemple d'un club de patinage de vitesse à Reims. Donc, la finalité, bien sûr, c'est d'amener les enfants vers l'école de glisse. Donc, on doit s'adresser aux parents. Donc, sachant qu'on s'adresse aux parents, on va savoir quelles sont les natures d'informations qu'ils attendent, la tranche d'âge des personnes et bien sûr, par conséquent, la façon dont on va s'adresser à eux. Ensuite, on met les objectifs de l'action de communication. Et typiquement, dans cet exemple, informer les parents que les enfants peuvent découvrir l'école de glisse. Il ne s'agit pas de décrire les choses, il s'agit d'expliquer ce sur quoi on veut travailler. Quels sont les types de contenus que l'on veut présenter. Donc là, j'ai mis un exemple, vous voyez, des reprises d'articles, des annonces d'événements de découverte, des vidéos et des témoignages. Parce qu'effectivement, on a parlé tout à l'heure de recommandations. Donc, si vous mettez des témoignages sur le site Internet ou sur les réseaux sociaux, ça peut mettre en confiance des nouveaux parents pour amener leurs enfants sur l'école de glisse. Toujours dans cet exemple. En vue de planifier vos actions, il faut marquer, il faut avoir une colonne en fonction de la nature d'information sur la fréquence de publication ou d'actualisation. Et puis, bien sûr, toute action ne pourra progresser. Enfin, ce qui va vous aider à progresser, ce sont des indicateurs de suivi. C'est assez facile, en utilisant les réseaux sociaux, d'avoir le nombre de likes, les fameux j'aime ou le nombre de partages. Vous pouvez aussi avoir la même chose avec votre administrateur de site Internet. Chaque page de site Internet est comptabilisée. Donc, vous voyez aussi quelles sont les pages vues. Le grand intérêt de ce type d'indicateur, c'est que vous connaissez ensuite quels sont les sujets qui intéressent le plus vos abonnés. Donc, ça vous permet ensuite de vous focaliser sur ce type de sujet pour être sûr d'avoir de l'audience. Voilà, c'est un exemple. Donc là, vous voyez que la structure en 5 colonnes est vraiment très facile à faire. On peut même le faire avec une simple feuille de papier. Par contre, il faut réfléchir un peu dans cet ordre. À qui je m'adresse? Qu'est-ce que je veux que la communication apporte? Quels sont les contenus qui vont permettre de réaliser cet objectif? Quelle est la fréquence avec laquelle je vais le faire? Et quels sont les indicateurs? Ensuite, vous coupez ça à votre plan de communication. Je veux dire par là, en le partageant avec toute l'équipe, que ce soit les personnes chargées de collecter les informations, que ce soit les personnes chargées de rédiger les contenus ou celles qui vont faire les photos ou les vidéos. Et là, effectivement, vous allez obtenir une bonne équipe. Ah oui, il reste encore un dernier point, même si j'ai pris un peu de retard. C'est pour ça que je passe tout de suite à la suite. J'ai observé depuis le premier confinement que les associations qui ont bien résisté à la crise avaient quelques points communs. Alors ces points, en fait, il y en a 3. Le premier, c'est un modèle économique qui est résistant aux aléas. C'est-à-dire que, j'entends par là, que l'essentiel des recettes est généré par le cœur d'activité.
comme je l'ai un peu déjà évoqué tout à l'heure, dans ce cas-là, les bénéficiaires sont capables de payer tout ou partie du service. Autrement dit, ces associations, il y a une façon de le dire, c'est que ces associations ne vont pas se disperser dans la nature des recettes. Je m'explique. Très souvent, on conseille aux associations d'aller chercher du mécénat. Mais le mécénat, comme le sponsoring, ça exige des compétences particulières, ça exige surtout de la disponibilité. Parce que pour y arriver, il faut être capable de consacrer du temps dans la durée. Je ne sais pas si parmi les personnes présentes ce soir, vous avez un modèle économique qui vous permet justement de générer vos ressources uniquement par les adhérents ou peut-être par la subvention. Mais est-ce que vous vous sentez obligé d'organiser des actions, je dirais, qui sortent de votre domaine associatif pour générer des revenus? Nous, c'est essentiellement une soirée dansante. Et puis c'est tout, hein. Non. Après, c'est les cotisations des adhérents qui couvrent la totalité de notre chiffre d'affaires. Hein. Alors, et un petit peu la subvention, mais c'est vraiment minimaliste. Hein. Voilà. Ouais. Et est-ce que vous considérez que votre association a bien résisté, je dirais, économiquement à l'arrêt des activités? A bien résisté. Elle résiste. Oui, bien, c'est relatif. Oui. On a utilisé tous les moyens pour qu'elle puisse résister, le fonds de solidarité, le chômage partiel, voilà. Là, notre questionnement, on a communiqué beaucoup avec les adhérents, puisqu'on le fait encore toutes les semaines en envoyant le programme des cours extérieurs ou en extérieur ou via les réseaux sociaux. Donc, nous, notre souci, c'est, voilà, par rapport au devenir de la pandémie, est-ce qu'ils vont revenir ou pas? Mais surtout, voilà, c'est ça le gros questionnement. Ouais. Mais c'est vrai que ça, c'est pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après 2-3 confinements, les adhérents des associations ne vont plus se contenter de belles promesses en disant mais on est organisé, ça va bien se passer. Non, on voit maintenant que la situation sanitaire, parfois, commande tout, quoi. Ça a été un peu un test cette année, 2020-2021. On a quand même eu beaucoup de personnes qui sont revenues. Mais suite au deuxième confinement au mois de novembre, là, je pense que ça a beaucoup refroidi le questionnement sur les années suivantes. Donc là, je pense que d'ici juin, on va voir puisqu'on va pouvoir retourner en salle. Je pense que ça va déjà montrer un petit peu l'état d'esprit des adhérents et peut-être justement mieux se positionner pour septembre. Moi, je suis vraiment confiante sur les 2-3 mois à venir. Espérons. Là, on voit déjà, on fait pas mal de cours en extérieur. Oui. Donc, on peut déjà voir des gens ravis de faire de la gym. Ils viennent assez nombreux aux cours que l'on propose quand la météo le permet, mais même quand la météo est maussade, ils ne se découragent pas. Ben c'est bien, bravo. Après, voilà, on verra comment ça évolue par la suite et effectivement, on espère à la rentrée en récupérer des adhérents perdus pour la saison en cours. Donc, un autre paramètre qui fait qu'une association est résiliente vis-à-vis des crises, c'est que son modèle économique lui permet de dégager un bénéfice, mais la finalité, c'est d'abord de reconstituer des réserves lorsque l'occasion se présente ou de pouvoir investir. Trop souvent, j'entends la remarque, mais une association ne doit pas faire de bénéfices. Lorsqu'on est une association employeur, ne pas faire de bénéfices, ça revient à se mettre presque systématiquement en déficit et donc de ne plus pouvoir honorer soit les salaires, soit les charges. Et ça, c'est quand même délicat. Enfin, voilà, quel que soit votre domaine associatif, faites en sorte que il ne s'agit pas de faire un gros bénéfice, mais si vous êtes capable de dégager un bénéfice de l'ordre de 1 à 2% du chiffre d'affaires, vous allez déjà pouvoir, sur le long terme, reconstituer des réserves. Il y a eu toute une époque où les subventions étaient assez faciles, et c'est à cette époque que beaucoup d'associations ont, entre guillemets, constitué un petit trésor de guerre, qui leur permet pour certaines encore d'en bénéficier aujourd'hui, et donc d'avoir une réserve de trésorerie qui leur permet de passer les difficultés. Donc c'est surtout à ça que je pense. On parle de comment résister à une crise, c'est grâce aux réserves de l'association, notamment ses réserves de trésorerie, ses disponibilités, qu'elle pourra le passer le plus facilement. Donc,
il faut se donner les moyens, quelle que soit finalement la façon de le faire, d'avoir des exercices bénéficiaires. Autre point commun des associations qui résistent aux crises, c'est d'avoir travaillé la fidélisation. J'en ai un peu parlé tout à l'heure dans le sens où les associations qui ont de bons taux de fidélisation, ça veut dire que les adhérents sont satisfaits. S'ils sont satisfaits, ils se transforment en ambassadeurs. Alors déjà, s'ils sont satisfaits, ils vont renouveler leur adhésion. Et ça exige beaucoup moins d'énergie de la part des dirigeants de fidéliser une personne que de chercher à aller en acquérir de nouvelles. Parce que aller chercher de nouveaux adhérents, ça veut dire communiquer, ça veut dire organiser des actions. Et tout ça, c'est du temps, de l'énergie, c'est aussi de l'argent pour réaliser ces actions. Au-delà même de la partie satisfaction et renouveler l'adhésion, ce sont des personnes qui ensuite vont participer plus facilement à la vie de l'association, c'est-à-dire, on l'évoquait tout à l'heure, par exemple, une soirée dansante. Voilà, les gens vont plus facilement ensuite venir sur les activités proposées pour avoir des financements complémentaires, voire même devenir bénévoles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un bon état d'esprit, les gens vont avoir envie de faire partie de ce groupe qui a un bon état d'esprit. Donc, c'est valorisant pour les bénévoles. Voilà, c'est un cercle vertueux qui s'engage lorsque vous travaillez à la fidélisation. Et ce n'est pas finalement si compliqué de ça de travailler à la fidélisation. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est voilà, poser la question tout simplement, est-ce que vous êtes content? Parlez-moi de votre journée. Et si vous tombez la perche aux personnes, elles vont vous parler. Et là, si vous êtes capable de les écouter, d'intégrer ça, de rassembler les informations, de faire une petite cellule qui va travailler à cette question de la fidélisation, vous pourrez progresser sur le long terme. Et enfin, il y a un dernier point qui est apparu justement avec la crise, c'est la question de la confiance. On en parlait tout à l'heure. Voilà, on a dit à l'issue du premier confinement, revenez vous inscrire à la rentrée, on est organisé pour, on respecte tous les protocoles sanitaires. Et bam, le Covid, deuxième confinement. Et bam, troisième confinement. Donc là, maintenant, les gens sont un peu échaudés. Et la question, c'est comment va-t-on faire pour les faire revenir, justement, notamment à la rentrée 2021 ? Aujourd'hui, je crois que personne n'a la réponse. Cependant, on a observé que pendant le premier confinement, les associations qui ont su justement entretenir un dialogue, mais par entretenir un dialogue, c'est pas seulement donner de l'information, quelle que soit sa nature, c'est aussi faire remonter les ressentis, c'est-à-dire comprendre l'état d'esprit des gens, quelles sont les préoccupations du moment et comment est-ce qu'on peut y répondre. Voilà, c'est véritablement cette histoire dans cet aspect de la communication, cet échange. Je vous donne de l'information et surtout, je cherche à savoir qu'est-ce que vous en pensez. C'est comme ça que vous allez progresser. Alors, bien sûr, ce n'est pas facile. Ça demande aussi un temps d'apprentissage. Mais je veux dire, tout le monde a appris pendant ces confinements. Donc, il faut prendre le temps. Il est toujours temps de bien faire les choses. Il n'est jamais trop tard. Donc, moi, je vous engage véritablement à penser à tout ça. Donc, voilà, si je ne dis pas de bêtises, on arrive voilà, à la fin de ce webinaire. Donc, je vais vous donner quelques instants pour savoir si vous avez des questions sur les sujets qu'on a évoqués ce soir. Non, pas de questions. On a pu s'exprimer au fur et à mesure. Ça nous a permis de voir, enfin, personnellement, moi, je pense que ça nous a permis de voir que globalement, on avait à peu près utilisé tous les moyens qui étaient possibles au niveau des aides. Ça, c'était le premier sujet. Et puis, en termes de communication, on y travaille. On y travaille. On envisage d'améliorer notre site Internet dans le futur, parce que pour l'instant, il est, on va dire, artisanal. Et peut-être, si on arrive à récupérer des adhérents et à retrouver de la sérénité au niveau financier, peut-être prendre un développeur pour améliorer notre site. Notamment pouvoir enregistrer les inscriptions qui aujourd'hui sont très, très manuelles. Oui. Quand vous dites manuel, et donc assez chronophage. Quand vous dites manuel, ça veut dire c'est… Alors jusque-là, on était en inscription papier, au local, oui. voilà, avec voilà, réception des différents documents, le formulaire, le certificat médical,
les chèques. Bon, cette année, on a un peu fait évoluer en donnant la possibilité aux gens de nous laisser les dossiers pour éviter d'avoir de l'affluence au local pour les inscriptions ou pendant puisque on n'a pas non plus un forum des associations comme les autres années. Donc, nous, ce qu'on souhaite faire par la suite, c'est de pouvoir faire des inscriptions en ligne à nos adhérents. Ouais. Okay. Voilà. Bien, parfait. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, comme il est déjà 19h37, je vous propose de clore ce webinaire. Merci pour votre participation.